bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Aujourd'hui, nous allons parler du vin et plus précisément de sa fabrication et des bases à connaître pour bien décrire un vin. Le vin est sans aucun doute l'un des fleurons de la culture française. Notre pays est le deuxième producteur de vin avec 37 millions d'hectolitres produits par an et c'est aussi le premier pays exportateur de vin en termes de valeur, soit 11 milliards d'euros pour l'année 2021. Mais les Français n'exportent pas seulement le vin. Ce sont, si l'on ne compte pas le Vatican, les plus grands consommateurs de vin au monde, avec en moyenne près de 40 litres de vin consommés par an et par adulte. Mais ce chiffre diminue chaque année, et l'étude SoWine d'Inata 2022 a mis en évidence que le vin n'était plus, pour la première année, la boisson alcoolisée préférée des Français, qui déclarent préférer la bière. Cependant, selon cette même étude, le nombre de Français qui déclarent s'intéresser au vin augmente d'année en année. De plus, 96% des Français considèrent que le vin fait partie de l'identité culturelle de la France. Mais quelles sont les étapes de fabrication d'un vin ? Pourquoi certains le font tourner dans leur verre avant de le boire ? Et quels sont les éléments concrets qui vous permettront de décrire un vin ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le 8e épisode de Brillant. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Je tiens tout d'abord à préciser que pour éviter que cet épisode ne soit trop long, je n'aborderai que le sujet des vins dits tranquilles, et pas celui des vins effervescents comme le champagne par exemple. Comme vous vous en doutez, enfin je l'espère, le vin est fabriqué à partir de raisins, blancs pour les vins blancs et rouges pour les vins rouges et les rosés. Avant même de vouloir faire du vin, il faut donc cultiver du raisin, mais il en existe des milliers de variétés que l'on appelle cépages. Chaque cépage aura sa propre identité et donnera des caractéristiques spécifiques au vin. Les plus connus étant entre autres les cabernets, le pinot noir, le chardonnay, le merlot ou encore la syrah. Vouloir quelque chose ? Nous vouloir fin rouge ! Il existe également plusieurs façons de cultiver les vignes. La culture dépendra directement du terrain, du climat, mais aussi de la démarche du vigneron qui peut utiliser ou non des pesticides, désherber ou non ses vignes, suivre ou non le calendrier lunaire et enrichir ou non son sol pour stimuler la vie dans les vignes. En fonction de ses choix, le vigneron pourra prétendre, s'il le souhaite, à différents labels, comme bio, biodynamie, haute valeur environnementale ou agriculture raisonnée. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Le raisin cultivé sera ensuite récolté, à la main ou mécaniquement, lors des vendanges qui ont lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne. Les raisins seront ensuite transformés en vin par le processus que l'on appelle la vinification. La première étape de ce processus s'appelle l'éraflage. Les raisins sont le plus souvent séparés des tiges que l'on appelle les rafles. La deuxième étape consiste à fouler et pressurer, c'est-à-dire écraser, le raisin afin d'obtenir un mou constitué de jus de raisin et de différents débris solides tels que les peaux ou les pépins. Pour le vin blanc, le vigneron sépare rapidement les peaux et les pépins du jus du raisin afin que celui-ci ne se colore pas. A l'inverse, dans le cas du vin rouge et du rosé, le jus du raisin reste au contact des peaux. On dit qu'il macère. Environ une demi-journée pour le rosé et parfois plusieurs semaines pour le vin rouge. Cela permet au vin de développer son arôme, sa couleur et des tanins supplémentaires. C'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin passe ensuite par une étape de fermentation. Des levures sauvages ou industrielles transforment le sucre présent naturellement dans le jus du raisin en alcool. Cette opération dure généralement entre 10 jours et 1 mois. Le vin est ensuite clarifié. On retire les différents résidus restants dans le vin par filtration, au moyen de filtre ou par collage, grâce à des substances ajoutées comme de l'argile qui va agglomérer les résidus et les entraîner vers le fond par gravité. Les dernières étapes sont la maturation et la mise en bouteille. Cette opération consiste à faire vieillir le vin. Elle peut être faite en fût de chêne, dans des cuves en acier ou même en bouteille. Chaque mode de vieillissement apportera au vin des caractéristiques spécifiques. Vous savez maintenant grossièrement comment sont fabriqués les vins, mais la partie la plus intéressante lorsqu'on parle de vin reste la dégustation. La goulayante village. Il existe une infinité de qualificatifs qui peuvent permettre de décrire un vin.
et on peut finir par s'y perdre. Après tout, l'œnologie est un métier. Afin que vous puissiez commencer à parler de vin sans passer pour un complet néophyte, Brillant vous propose de découvrir quelques notions de base du vocabulaire œnologique. La dégustation du vin commence avant tout par l'observation d'éléments visuels. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les amateurs de vin ont l'habitude de faire tourner lentement le vin dans leur verre. Cela leur permet d'observer les traînées laissées par le vin sur le verre. On parle alors de larmes ou de jambes. Plus celles-ci sont nombreuses et descendent lentement vers le fond du verre, plus le vin sera onctueux, c'est-à-dire riche en sucre naturel et en alcool. Les amateurs observent également la couleur du vin que l'on appelle sa robe. Celle-ci peut donner des indications sur le goût et sur l'âge du vin. Avant de goûter un vin, il est vivement conseillé de le sentir. Le goût et l'odorat étant des sens liés et complémentaires, vous pourrez déjà déceler certains arômes et certaines notes et vous mettre dans les meilleures conditions pour votre dégustation. 500 €? Bah oui, c'est pas du vin de messe. Hein. Sinon, j'irai plus souvent. Vous pouvez enfin déguster votre vin. Pour le goûter, Brillant vous propose de vous concentrer sur les 3 éléments qui constituent l'équilibre d'un vin, à savoir son acidité, son onctuosité et sa quantité de tanins. Chacun de ces éléments sera décomposé en 3 niveaux. Commençons par déterminer le niveau de tanin d'un vin. Pour cela, demandez-vous si le vin vous assèche la bouche et laisse une sensation râpeuse sur votre langue. Si c'est le cas, alors le vin a un niveau de tanin élevé. On dit alors qu'il est âpre. Si cette sensation est présente mais légère, alors le vin contient moins de tanin. Il est dit charpenté. Si cette sensation est inexistante ou presque, alors on parlera d'un vin souple. Pour ce qui est du niveau d'acidité d'un vin, le ressenti que l'on recherche concerne la salive. Un vin acide vous fera saliver. Un vin acide, qui fait donc beaucoup saliver, sera qualifié de nerveux. Un vin à l'acidité modérée est un vin vif, et vous pourrez décrire un vin peu acide qui ne fait pas saliver en disant qu'il est mou. Troisième sensation à analyser, la sensation de gras que le vin laisse en bouche. Cela traduit de l'onctuosité du vin. Si le vin laisse cette sensation de gras, il sera qualifié de lourd. Si cette sensation est modérée, alors le vin sera un vin gras, et si cette sensation est presque inexistante, alors le vin est dit creux. C'est donc à partir de ces 3 éléments de base, de leurs différents niveaux d'intensité et des interactions complexes qui existent entre eux, que d'autres qualificatifs plus flous ou abstraits, souvent liés au vocabulaire des émotions et des caractères, interviennent pour décrire un vin. Il faudra quelques années d'expérience et quelques centaines de litres de vin pour éduquer votre palais à déceler toute la symphonie aromatique d'un grand cru. T'as pas mis du Château Pétrus 89 dans la sangria? Ah mais c'était le vin des Cubis qu'il fallait prendre. Merde, Jean-Mich, c'est pas possible quoi. Tu sais combien ça coûte une bouteille de Pétrus? Vous avez maintenant compris les grandes lignes de la fabrication du vin et les bases du vocabulaire qui accompagnent sa dégustation. Sachez enfin qu'il existe un vin orange. Il s'agit d'une tradition qui date de l'Antiquité et qui nous vient du Caucase. Le vin orange est un vin blanc qui a macéré plus longtemps qu'un vin blanc classique, à la manière d'un vin rouge. Ce vin aurait des propriétés aromatiques très larges et variées, et certains grands noms du domaine français commencent à en produire. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur l'art du vin. Pour aller plus loin, il existe de nombreux ouvrages ou sites internet qui abordent le sujet du vin. Et je suis convaincu que les vignerons, cavistes et œnologues passionnés de votre région se feront un plaisir de discuter de ces sujets avec vous. C'est tout pour moi. J'espère que ce 8e épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société la prochaine fois que vous ouvrirez une ou plusieurs bouteilles de vin. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet et sur la page Instagram du podcast et je vous dis à bientôt pour un 8e épisode. Merci.